Et oui, c'est bientôt la fin de l'année 2024. Youhou! Et pour vous souhaiter une très bonne année 2025, je vais donc m'intéresser au fait de savoir si le HPI, le haut potentiel intellectuel, mérite d'être considéré comme une neuroatypie, et les HPI seraient donc des neuroatypiques. Parce que, pourquoi pas? C'est parti. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Figurez-vous que cette année, dans l'édition du dictionnaire du Petit Robert, qui s'appelle édition 2025, donc malgré le fait qu'elle soit sortie en 2024, le terme neuroatypique est rentré dans un dictionnaire qu'on va dire conventionnel, donc le Petit Robert. Il définit les personnes dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme. Qu'est-ce que le fonctionnement neurologique, ça vous allez me dire, ce n'est pas précisé dans le Petit Robert, mais bon, voilà, c'est la définition. Dans l'annonce médiatique de communication du Petit Robert, en juin, quelque chose comme ça, 2024, il y avait une mini-liste qui suivait cette annonce dans laquelle on pouvait lire « Autisme, TSA, TDAH, HPI ». Alors, certaines personnes étaient étonnées de voir le haut potentiel intellectuel dans cette liste de neuroatypiques. Et il faut souligner qu'on ne retrouve plus cette liste dans la définition du terme neuroatypique qui est en ligne sur le site du Petit Robert. Donc on peut se poser des questions tout de même. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Tout d'abord, il faut être bien conscient que le terme neuroatypique, même s'il est dans le dictionnaire, ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas un terme de recherche, ce n'est pas un terme scientifique. Par contre, le terme neurotypique, lui, est souvent utilisé dans des recherches, dans des études, pour désigner les personnes qui seraient dans une norme neurologique, contrairement aux troubles ou pathologies étudiées dans les recherches ou les études. Et c'est d'ailleurs le terme neurotypique qui est apparu en premier dans toute cette série de termes, comme je l'ai expliqué aussi dans un épisode précédent dont je vous donnerai évidemment le lien. Il est apparu en réalité comme une blague, comme une joke. Vers la fin des années 90, dans les milieux militants américains, militants pour l'autisme, enfin pour la défense des droits des autistes, ou si vous voulez pour la cause autistique, le terme neurotypique est apparu donc comme une blague pour décrire les personnes qui n'étaient pas autistes de la même manière que l'on traitait à l'époque, que l'on considérait et que l'on représentait les personnes autistes. Neurotypique à la base désigne donc les personnes qui ne sont pas autistes et a été créé dans la perspective naissante du concept de neurodiversité qui considère des troubles comme l'autisme ou le TDAH ou d'autres troubles du neurodéveloppement par exemple comme étant plutôt des différences de fonctionnement et pas des déficits de fonctionnement ou des handicaps. Le terme neurodiversité étant donc synonyme de diversité, il était difficile d'utiliser neurodivers pour désigner les personnes différentes des neurotypiques, puisque on ne peut pas dire je suis neurodivers, puisque tout le monde est neurodivers. Donc, dans le monde anglophone sont apparus les termes neurodivergents et neuroatypiques, qui sont plus ou moins synonymes, comme j'essaye de vous l'expliquer dans l'épisode précédent. Mais en France, c'est plutôt le terme neurotypique qui prévaut par rapport au terme neurodivergent, contrairement au monde anglophone. Alors, il y a des controverses aussi sur la notion de neurodiversité qui rentre aussi en jeu dans l'idée de savoir si le haut potentiel intellectuel serait une neuroatypie ou pas. Et vous comprenez que si on considère que l'autisme ou que le TDAH sont des différences de fonctionnement, eh bien on peut aisément faire rentrer tout un tas d'autres choses dans les neuroatypies. Mais il est important de noter que dans la plupart des textes fondateurs de la neurodiversité, on ne retrouve pas dans la liste principale des neuroatypies ni le haut potentiel intellectuel, puisque d'abord ça n'existe pas en anglophonie, on appelle ça gifted, ni la giftedness non plus. On ne retrouve pas le terme gifted dans les neuroatypies, original dans le monde anglophone.
Le haut potentiel intellectuel se retrouve dans cette liste, principalement en France et dans d'autres pays européens. J'ai vérifié, chez les Hollandais, chez les Allemands. Peut-être est-ce une particularité européenne, je ne sais pas. Sachant que pour la plupart des spécialistes interrogés sur ce podcast, le haut potentiel intellectuel équivaut à un haut quotient intellectuel, donc un quotient intellectuel supérieur, et est considéré comme une différence quantitative et non pas qualitative. C'est une différence de degré, de niveau. Il y a peut-être un cerveau plus puissant, plus rapide, qui traite des informations plus complexes, mais cela n'interfère pas dans la pensée de la personne et dans ses comportements. Il n'y a pas de caractéristiques spécifiques du haut potentiel intellectuel, contrairement à ce que l'on peut trouver chez les personnes avec un trouble de spectre autistique ou avec un TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH évidemment. Mais il reste quand même toute une partie médiatique, populaire, même toute une partie de la psychologie qui considère le haut potentiel intellectuel comme étant une différence qualitative. Et elle existe et elle est influente. Et c'est cette partie qui a fait rentrer le haut potentiel intellectuel dans la liste des neuroatypies, sachant que c'est cette partie aussi qui essaye de faire rentrer l'hypersensibilité, la haute sensibilité, comme faisant partie des neuroatypies aussi. Alors, certaines personnes insistent pour dire que les neuroatypies, ce sont des fonctionnements que l'on peut voir dans des recherches sur des IRM ou sur des observations du cerveau. Et en effet, dans plusieurs études ou dans plusieurs recherches, on peut démontrer que les cerveaux des TSA ou des TDAH ont un développement différent. Le cerveau est câblé différemment, comme on dit vulgairement. Le cerveau a un développement différent dès la naissance, ce qui n'est pas le cas d'un cerveau d'un nourrisson HPI, si ça existe. C'est un peu la même différence que entre une personne de petite taille et le nanisme. La personne de petite taille, c'est une différence quantitative. Le nanisme, c'est une condition médicale impliquant un trouble de croissance et parfois des difficultés associées. C'est une différence qualitative. Maintenant, dans les deux cas, il n'y a pas évidemment à stigmatiser et on peut aussi considérer que ce sont des différences plus que des handicaps. Mais cela ne change rien au fait que ce ne soit pas le même processus de développement. On retrouve aussi des différences dans les cerveaux des HPI dans certaines recherches, mais pas de ce type-là. Donc moi, je ferais plutôt partie des personnes qui considèrent le haut potentiel intellectuel comme ne faisant pas partie des neuroatypies. Parce que ayant un haut potentiel intellectuel et ayant un TDAH et une dysgraphie, je vois vraiment la différence. Et je ne considère pas que l'expérience de vie d'une personne qui a un haut QI soit la même que l'expérience de vie d'une personne qui a un TSA, un TDAH ou des troubles 10. Sachant que de toute manière, le concept de neurodiversité a bifurqué très rapidement vers un concept de différence non seulement neurologique, mais aussi de différence de mode de vie, de comportement social, etc. Le terme neuroatypique s'applique lui aussi, surtout dans le monde anglophone, à des personnes qui ont un mode de vie alternatif. Donc, écoutez, on peut tout mettre dans tout, de toute manière, on peut tout mélanger, on peut faire des soupes avec tout si vous voulez, mais cela rajoute du flou au flou, à mon avis. Maintenant, est-ce que c'est un crime? Je ne pense pas. En espérant que cela n'atténue pas les souffrances et les handicaps vécus par certaines personnes qui ont un TSA ou TDAH, etc. Parce que c'est un des problèmes du concept de neurodiversité, c'est ce flou entre la différence et un trouble. À vous donc de décider. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent et si cela vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour intensément qui en a bien besoin. Merci intensément. Voilà pour ce dernier épisode avant l'année 2025 que je vous souhaite excellente. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes. Youhou! Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.